Salut et bienvenue dans mon garage pour le rendez-vous hebdomadaire sur la résilience et l'autonomie. Avant de commencer, je voulais en fait faire quelques petites annonces. Donc salut à tout le monde. Quelques petites annonces. La première annonce, c'est que j'ai recommencé à renouveler la liste Amazon. Donc allez voir sur le blog et vous pourrez cliquer sur la liste Amazon. Les filles sont dans le garage. Jumper est toujours vivante. Donc ça se passe bien. Même si la vétérinaire lui avait donné 24 heures et elle est toujours avec nous et elle va super bien. Donc voilà pour ça. La liste Amazon, allez voir sur le blog. Quoi d'autre? J'ai entamé, donc j'ai fini la cabane de jardin. Donc métal sur les trois autres côtés, bois sur le devant, métal sur le toit. Bref, la cabane de jardin est finie et je viens de commencer les fondations pour le futur poulailler. Donc le futur poulailler, je m'y attelle, comme ça qu'on dit. Je m'y attelle en ce moment et donc je devrais finir ça. Je me donne le mois d'août. Je me donne le mois d'août pour finir ça. Ça va, Jumpies? Toujours en forme? Donc voilà. Une troisième petite annonce. En fait, une de mes voisines qui est devenue une amie est russe. Donc on traîne beaucoup avec des Russes. Et en fait, elle a accepté de faire une interview avec moi pour parler de son expérience de l'effondrement du RSS. L'effondrement du RSS a eu lieu quand elle avait 12 ans. Donc elle a une histoire assez intéressante pour nous de voir un petit peu comment ça se passe, un vrai effondrement de la normalité et un vrai effondrement de l'économie, comment ça se passe et comment ça s'est passé pour elle, comment elle voyait la Russie avant l'effondrement, pendant l'effondrement et aujourd'hui après l'effondrement. Donc je pense que ça va être intéressant. On fera l'interview en anglais et puis je traduirai le tout, mais donc on est devenus amis en fait parce que elle a un rapport à la résilience qui est assez intéressant. On parlera de ses préoccupations et de ses dynamiques de résilience personnelle, mais donc c'est toujours très intéressant d'avoir un retour comme ça direct de quelqu'un qui a vécu ce genre de choses et qui l'a vécu en tant qu'enfant. En plus, ça donne une dimension intéressante. Et puis aujourd'hui, elle vit aux États-Unis, elle est mariée avec un Américain. Et donc voilà. Donc c'est tout pour les petites les petits trucs là. Gaypot, salut Wolf. Putain, je suis pas Wolf, merde. Parmi tes 3 suppliantes, laquelle conseilles-tu pour un citadin qui bricolera que quelques meubles en bois? Si c'est pour bricoler des meubles en bois, c'est pas des suppliantes qu'il faut, c'est des vrais scies de charpentier. Je vais commencer à prendre des questions. André Setti, salut Vol et salut aux poules. Peux-tu nous faire un petit tour d'établi et plus généralement de ton garage? Merci beaucoup. Petit tour d'établi assez rapide. En fait, il y a rien d'exceptionnel. La grosse pincetto là que j'ai trouvée dans une poubelle, super importante pour moi. La radio, toujours importante dans les ateliers. Généralement, on bosse tout seul. Putain, parfois c'est difficile. Chop saw, cette chop saw là de chez Makita, ça fait on est en 2018, 94, je l'ai acheté en 1995. 1995 et en fait elle continue de construire. Je viens de construire la cabane de jardin avec, je suis en train de construire le poulailler avec.
je fais tout avec. Extincteur incontournable. Après, j'ai toutes mes boîtes à outils. Ça prendrait trop de temps de faire le tour des boîtes à outils. Là, c'est tout mon matos un petit peu bois, charpenterie. Là, c'est tout mon matos un petit peu genre électrique, bordélique. Mes cols, tout le bordel. Quoi d'autre? Là, en fait, ça c'est un truc pour un file cabinet. Je sais pas comment on a dit file cabinet en français. Mais là, je commence à avoir un petit peu de mon outillage. J'ai un sac en fait pour toutes mes clés et tout le bordel. Toupie, c'est à peu près tout. Donc, travail du bois et tout le bordel. Dans le deuxième, j'ai scie sauteuse, ponceuse, perceuse, tout le bordel. Un petit peu de tout. La Skilsaw, on en a déjà parlé, un incontournable pour moi. J'ai mon seau. Mon seau, en fait, je bossais beaucoup sur des chantiers et c'est tout ce que j'emmenais avec moi. J'emmenais mon seau. C'est un outil en fait hyper pratique pour trimballer. J'ai ma ceinture de charpentier. Mais donc pour trimballer un petit peu tout mon matos, je peux mettre énormément de choses dedans. Je rajouterai par exemple mon marteau, toutes ces conneries là. Mais donc j'adore. C'est un seau tout bête de 5 gallons. J'ai acheté ce truc qui se met à l'intérieur, cet insert pour organiser nos outils. J'ai acheté ça pareil, peut-être 1997, un truc comme ça. Ils les font toujours, différentes marques, peut-être différentes organisations, mais ça me permet d'avoir tous mes outils, mes gants, ma ceinture. Je jette le tout et puis c'est un seau tout bête de 5 gallons qui coûte 1,99 $ à Home Depot et donc je peux changer de seau si le seau casse. J'ai énormément de trucs genre vis, clous en avance, Dremel, tous mes pistolets pneumatiques. Quoi d'autre? Une deuxième Skilsaw parce que 2 c'est 1 et 1 c'est rien avec la Skilsaw. Donc énormément de vis et de clous. Le Mac Mastercar, pour ceux qui habitent aux États-Unis, ils connaîtront peut-être. Et là après, j'ai un truc, c'est que pour la peinture. J'ai un truc, c'est que pour les projets un petit peu plus artistiques. Dedans j'ai tout mon cuir, des bouts de métal un petit peu en vrac. J'ai un seau de tape, c'est que du tape, que du scotch. D'autres outils un petit peu partout, Skilsaw, donc on a vu, bandsaw, perceuse. J'ai bien évidemment ma Delta, pièce incontournable et pièce maîtresse de ma shop pour tous ceux qui travaillent le bois. Là en ce moment c'est un peu le bordel parce que donc je viens de finir de construire le truc, récup de bois et tout le bordel. Bandsaw pour le métal, mon compresseur qui marche super bien. Ma drill press, c'est une nouvelle, mon autre vient de mourir. Donc j'avais une Skill et elle est morte il n'y a pas très longtemps. Mon poste à soudure. Donc voilà, ça fait un peu le tour. On pourrait y passer des heures, surtout à passer en revue tout ce qu'il y a dans les boîtes à outils. Mais je pense que c'est bon pour que ça répond à ta question. Je vais prendre une question face de book. Hop. De Alexandré. Pourquoi n'avoir qu'un an de stock en cas d'effondrement civilisationnel, qu'il soit lent ou rapide, une mauvaise récolte serait catastrophique? Alors déjà à la base, chacun fait comme il veut. Si vous voulez avoir 10 ans de stock, vous faites 10 ans de stock. Si vous voulez avoir 10 jours de stock, vous faites 10 jours de stock. Personnellement, je m'en branle complètement. Alors après, en cas d'effondrement civilisationnel, alors là déjà, on met la barre plutôt haut. Sur l'échelle de probabilité, un effondrement civilisationnel, c'est carrément le Graal. Si j'en suis à essayer de survivre à un effondrement civilisationnel, je dis pas que c'est impossible,
Je dis juste que sur l'échelle de probabilité, j'ai quand même plus de chances de me planter en bagnole et de perdre mon boulot que de subir un effondrement civilisationnel. Mais donc, je ne dis pas que ce n'est pas possible, c'est juste sur l'échelle des probabilités, c'est assez bas. Mais s'il y a un effondrement civilisationnel, qu'est-ce qui te dit que tu vas vouloir rester là où tu es? Si c'est l'effondrement civilisationnel, je suis pas sûr que je veux rester là où je suis. Ça veut dire que c'est un effondrement massif, on en est à l'ère Mad Max. Et je vois pas pourquoi je resterais sur mon petit lopin de terre dans le Montana. Peut-être que je prendrais la voiture pour essayer de rejoindre quelque chose de plus important, de plus imposant, de plus facile à gérer au Canada, en Arizona, j'en sais rien. Donc si on en est à prévoir et à essayer de se préparer à un effondrement civilisationnel, peut-être que le retranchement en fait est une mauvaise option. Personnellement, j'aimerais être sur un terrain où il y a un puits, une rivière, des conneries comme ça, ce qui n'est pas le cas là où je suis. Donc encore une fois, tout dépend du contexte. Est-ce que c'est un effondrement civilisationnel dû à un effondrement économique? Est-ce que c'est un effondrement civilisationnel dû à une catastrophe climatique qui impacterait par exemple ton environnement immédiat? Bah là, il faut que tu fuis, que tu ailles ailleurs, que tu ailles voir ailleurs. Et si tu dois aller voir ailleurs, par exemple, et que tu as 5 ans de stock, bon courage pour déménager tes 5 ans de stock. Une autre question... Brice, après je prendrai quelques questions Instagram. Brice. Brice, je ne vais pas essayer de prononcer ton nom de famille. Bonsoir Volves, y a-t-il toujours une pénurie sur certaines munitions aux USA? Stay safe. Il n'y a plus de pénurie. Pendant une très longue période, pendant 3 ou 4 ans, on a eu une énorme pénurie de 22 longs rifles. C'était assez impressionnant, assez surprenant. J'en ai déjà parlé sur le blog et sur YouTube. Ça nous a rappelé un petit peu ça nous a rappelé cette histoire de flux tendu, ça nous a rappelé cette histoire cette possibilité de rupture de stock à n'importe quel moment sur n'importe quels outils. On le voit en ce moment au Venezuela. C'est assez impressionnant. Comme je le disais au début de cette vidéo, on va faire une interview d'une amie à moi, d'une voisine qui donc a vécu l'effondrement de l'économie de l'Union soviétique quand elle avait 12 ans, et vous allez voir que du jour au lendemain, tout peut basculer. Donc c'était un tout petit rappel très intéressant, et ça a été très intéressant pour moi en fait, déjà parce que j'avais des réserves de 22 longs rifles, donc je n'étais pas dans le besoin, et deuxièmement parce que on a vu un petit peu comment s'est organisé le marché noir sur le 22 longs rifles. Hyper rapidement, le troc sur le 22 longs rifles hyper rapidement, même en ville ça m'est arrivé que certaines personnes me demandent de les payer en 22 longs rifles par exemple. Donc on voit un petit peu toute cette organisation et c'est éclore d'un besoin et d'un manque, et c'est très intéressant, et aussi de voir la stupidité des gens, qui se sont mis à acheter tout le 22 longs rifles qu'ils pouvaient trouver même s'ils n'en avaient pas besoin, et d'essayer de le vendre sur eBay par exemple, une brique de CCI Minimag à 80 balles. Donc on voit tout de suite un petit peu les dynamiques d'enculés, les dynamiques de fourbes, mais aussi les dynamiques d'entraide, de marché noir, de sous la table, et tout ça c'est assez intéressant. Et c'était sur un truc, le 22 longs rifles, bon c'est pas la fin du monde, hein. C'est pas l'effondrement civilisationnel. Donc imaginez si c'est par exemple l'essence, si c'est un truc vraiment vital. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Je vais essayer de prendre quelques questions sur Instagram. Une question de Mylène, pas Farmer, Mylène Jal. Salut Vol, bonjour de la Normandie, salut la Normandie. Que contiennent les poches de Madame West quotidiennement? Comment s'habille-t-elle? Pantalon, je suppose. Un modèle à conseiller. Merci pour ton travail. Et c'est fini.
Qu'est-ce qu'elle a dans les poches au quotidien? Déjà, elle a couteau, lampe, téléphone, c'est la base. Elle va aussi avoir un spray, c'est sa base aussi, son nucléus. Donc nucléus, elle a un Benchmade Mini Griptilian. Salut les filles. Benchmade Mini Griptilian. Elle va avoir son Glock 43 au quotidien avec 2 chargeurs et bien sûr le téléphone, du cash, du liquide. Permis de conduire, tout le bordel. J'ai fait une photo, j'ai fait un article sur le blog où j'ai fait juste une photo de son sac à main avec tout le contenu. Elle a un petit bout de trauma kit aussi. Et voilà, ce serait trop long. Après, comment elle s'habille, ça dépend. Ça dépend des jours. Là, tu vois, il fait 35 degrés aujourd'hui. Mais c'est vrai que généralement, elle est plus pantalon. Voilà, mais ça dépend vraiment de ce qu'on a à faire, d'où on est, de ce qu'on fait, et ainsi de suite. Une autre question. Freemanico75, salut Volwes, il y a 2 lives. Tu nous as parlé des vrais survivalistes et des touristes. Peux-tu nous dire la différence? Les survivalistes, c'est exactement ce que ça veut dire. Les survivalistes, c'est on vit sur le terrain, on vit le survivalisme, et puis les touristes, ils viennent en vacances. Donc c'est le Club Med. Le Club Med, c'est beaucoup de questions, beaucoup de blabla. Je parle un peu de tout, mais je fais que dalle. J'ai rien. Je fais rien, j'ai aucune résilience en place. Je pense peut-être un jour à faire un EDC, je pense peut-être un jour à faire un sac d'évacuation. C'est du tourisme, c'est soit on l'est, soit on ne l'est pas. Donc voilà. Quentin Mousset. Salut Vol, quand tu as vidé tes poches la dernière fois, tu as sorti ton couteau de ton pantalon au niveau de la ceinture. Personnalises-tu tes pantalons en y cousant des poches? Alors non, effectivement, je porte mon couteau. Je porte pas mon couteau en poche. Je porte mon couteau ici parce que en fait, c'est vachement plus agréable et puis ça se voit pas surtout. Personne sait que j'ai un couteau parce que si je porte le couteau dans la poche, on voit tous le clip et tout le monde sait que je porte un couteau et ça me stresse. Donc je porte toujours maintenant mon couteau ici et c'est en fait très agréable, il disparaît complètement, personne ne le voit. Je suis toujours capable de le déployer assez facilement. Donc c'est plus du deep carry, mais c'est vrai que j'adore porter ici mon couteau de poche. Après... effectivement, je personnalise mes pantalons. Je ne vais pas passer en revue ce que j'ai sur mon pantalon sur cette vidéo, mais effectivement, je personnalise mes pantalons, mais je ne coupe pas je ne fais pas de couture de poche, même si c'est viable. Si je partais, par exemple, j'en sais rien, moi, en vacances en Amérique du Sud, peut-être qu'effectivement, je couserais une petite pièce d'or dans un ourlet quelque part. Pipio, installes-tu toujours dans tes lits surélevés des pierres de couleur sombre pour emmagasiner la chaleur durant le jour et la restituer pendant la nuit? Ça dépend lesquelles, mais oui, là j'ai un petit bac ici là de petites plantes aromatiques et effectivement je continue à faire ça dans certains bacs. Il y a d'autres bacs, par exemple les bacs de haricots, tout ça. Il y a tellement de feuilles que le soleil n'arrive pas sur la terre de toute façon et les pierres ne feraient rien du tout. Mais s'il y a effectivement de l'espace, c'est une technique assez intéressante. Encore une fois, ça dépend d'où on est et de ce qu'on fait. KJZK. Salut Vol, dans un ancien live, tu as dit que tu avais de la monnaie liquide, or et argent. Peux-tu donner le ratio d'or et d'argent que tu possèdes? Merci, de rien. L'or et l'argent est très important pour nous pour une multitude de raisons. La plus grosse raison, en tout cas pour nous aux États-Unis, c'est que le gouvernement ne sait pas que nous avons de l'or et de l'argent, puisque c'est intraçable, intaxable et qu'on peut l'acheter en cash, en liquide.
Donc effectivement, pour nous, ça devient très très intéressant à ce niveau-là. Encore une fois, l'or et l'argent, ce n'est pas pour la fin du monde. Ce n'est pas pour la fin du monde, mais effectivement, si on regarde l'histoire et qu'on regarde par exemple l'effondrement de l'Argentine, l'effondrement de l'URSS, on voit que l'or et l'argent a été effectivement utilisé pour s'approprier certains biens, certains produits durant l'effondrement avant que ça parte en couille. Encore une fois, Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de Français sur le terrain, notamment mes grands-parents, ont utilisé l'or et l'argent pour une multitude de choses. Donc, mais principalement, ce n'est pas pour la fin du monde. Les gens adorent être binaires sur l'or et l'argent. La plus grosse erreur que les gens font, c'est de cette fameuse phrase « Oui, mais l'or et l'argent, ça ne se mange pas ». Oui, les Glock non plus, mais ça peut être intéressant. Les râteaux non plus, mais j'en ai besoin pour faire à manger. Il y a plein de choses qui ne se mangent pas, mais dont on va avoir besoin. Une couverture en laine, ça ne se mange pas, mais c'est un peu con de mourir d'hypothermie. J'en étais où? Or et argent. Donc l'or et l'argent, c'est quelque chose de très intéressant et de très important pour nous, pour notre résilience économique. Soit les gens n'en ont pas du tout, soit les gens deviennent un petit peu psychopathes par rapport à l'argent et en prennent trop. Je pense qu'un minimum c'est bien, mais faut pas pousser mémé dans les orties. Donc, par exemple, mon pourcentage d'or et d'argent, déjà mon pourcentage d'or est très très faible. Par exemple, dis bonjour. Tu dis bonjour, hein? Je dirais peut-être 5 à 10% de nos fonds, de nos biens. 5 à 10%, c'est totalement suffisant. Pas besoin d'aller au-delà. Je préfère l'argent parce que c'est moins cher à acheter que l'or. Certaines personnes préfèrent l'or. L'or, c'est intéressant parce qu'on peut avoir une quantité assez réduite, mais avoir des biens assez imposants avec. Donc voilà, j'en ai pas beaucoup. Non, Brownie, il y a déjà du monde. J'en ai pas beaucoup, ça sert à rien d'en acheter des tonnes, mais c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'intéressant. Et je vous encourage fortement à trouver de l'or et de l'argent, d'en avoir un petit peu dans votre portfolio. Encore une fois, ça sert à rien de mettre 50% de vos réserves financières économiques dans de l'or et de l'argent. 5 à 10%, 10% maximum. Si vous avez par exemple 10 000 balles, vous pouvez effectivement mettre 1000 balles en argent, en or et en argent, et ça va faire le boulot. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Jean-Marie, bonsoir Volwest, que nous conseilles-tu pour conserver l'excédent de légumes ou fruits pour cet hiver sous vide? Oui, sous vide, ça peut être bien. Déshydrater, ça peut être bien. Faire des bocaux, bien évidemment. Nous, c'est ce qu'on va faire. Là, on vient de faire, Jumper, Tout-Tone, on vient de faire des kilos et des kilos en fait, ça dépend ce que tu fais pousser aussi. Mais on vient de faire des kilos et des kilos de confiture de cerises. Donc on va en avoir pour tout l'hiver là, ce qui est génial. Effectivement, ça dépend un petit peu. Ça dépend un petit peu de ce que tu as fait. J'adore les bocaux. Les bocaux, c'est super. C'est probablement, voilà, si tu fais de l'haricot vert et des conneries comme ça, j'ai vu sur ton Instagram que tu faisais des fraises. Fais de la confiture de fraises. Fais de la confiture de fraises, c'est hyper facile à faire et t'en auras pour tout l'hiver. Passe le bonjour à la Corse au passage. Range dossier, voilà, range dossier. JF Carlito. Attends. Salut Vol. À défaut de pouvoir avoir un Nightside Tritium, que penses-tu de l'alternative Glow On ou autre alternative à nous conseiller? Merci. Effectivement, c'est très chiant que vous n'ayez pas accès au tritium en France.
C'est très chiant parce que c'est vraiment... Eh, tu n'es pas un faucon. Et je ne suis pas un fauconnier. Très chiant que vous n'ayez pas accès au tritium. Le tritium, c'est génial. Quand tu vas aller voir là-haut. Allez, descends. Descends. Ok, je ne veux pas descendre. Une alternative, ce serait, je ne sais pas ce que vous avez en France. Avec les MOS, maintenant, vous pouvez bien évidemment foutre des points rouges sur les flingues. Ça peut être intéressant si, par exemple, vous êtes une personne âgée, vous avez des difficultés à voir la nuit et tout le bordel. Donc, les points rouges, ça peut être intéressant. Après, je sais pas ce que vous avez. Je sais pas ce que vous avez, je sais pas ce que vous pouvez trouver. On me dit, mon petit doigt me dit, non, mange pas ça. Mon petit doigt me dit que peut-être que, je sais pas moi, vous pouvez faire un tour en bagnole en Suisse, par exemple. Pipio, que penses-tu des armes imprimées en 3D et du débat qui les entoure actuellement aux US? Alors effectivement, on a un gros débat pour ceux qui sont pas au courant. Il y a un mec qui imprime des armes à feu et des pièces d'armes à feu depuis très longtemps aux États-Unis et qui vient de gagner un procès historique. Il est capable maintenant de mettre les plans, capable de mettre les plans en ligne. Donc les gens sont atterrés, et tout le monde et tous les anti-armes se disent oh mon Dieu, voilà, maintenant tout le monde va pouvoir fabriquer une arme dans son garage c'est le gros bordel. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les imprimantes qui peuvent imprimer ce genre de trucs, c'est des imprimantes à 20 000 balles. Donc déjà, c'est pas le commun des mortels qui va pouvoir s'en acheter une. Et que deuxièmement, nous avons déjà le droit de fabriquer une arme dans notre garage. C'est totalement légal. D'ailleurs, je suis en train d'en fabriquer une là-bas avec 2 tuyaux. Et c'est parti mon kiki, tu peux fabriquer un 12 dans ton garage. Je ne mettrai pas comment faire sur Instagram ou sur le blog, mais très facile de construire un 12 avec des pièces très simples, 1, 2, 3, 4 pièces. 4 pièces qui s'achètent dans n'importe quel magasin. Et on peut construire un 12 ici, un calibre 12. Tout le monde peut le faire et on a déjà le droit. On a le droit à partir du moment où je ne le vends pas et à partir du moment où je ne le donne à personne, j'ai le droit de construire une arme à feu pour moi dans mon garage. On a déjà ce droit-là aux États-Unis. Donc je sais pas pourquoi tout le monde psychote sur la connerie du truc en plastique. En plus, son truc en plastique, c'est cool, c'est sympathique et c'est cool, mais bien évidemment, tirer 3-4 coups et l'utilité du truc tombe en panne. Donc ça ne marche pas super. C'est juste voilà un mec un peu excentrique qui veut qu'on puisse avoir le droit d'imprimer sur une imprimante à 20 000 balles un revolver ou une pièce d'arme à feu, un AR par exemple, qui va nous coûter je sais pas combien, et qui va pouvoir tirer juste 3 cartouches avant qu'il soit mort. Autant aller au magasin en acheter un vrai et puis voilà. Donc qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est de la branlette totale et que c'est juste complètement ridicule. Voilà, c'est tout. Pierre Champagne, t'es vraiment bizarre toi. T'es bourré à chaque fois ou c'est vraiment c'est décalé quoi. Je sais que t'es québécois, les Québécois sont toujours un peu décalés, mais là. F. Vernald, bonjour Volwest, je souhaite sortir du salariat et ainsi devenir indépendant. C'est bien.
Non, Brownie. As-tu des métiers manuels plus intéressants que d'autres pour un résilient périurbain? Écoute, ça dépend complètement de toi. Je peux pas répondre pour toi. Ça dépend complètement de toi, de ce que tu veux faire. J'en sais rien si t'es plus métal ou si t'es plus bois, si t'es plus mécanicien, plus charpentier, plus artisan, j'en sais rien moi. Je vois pas mal, tu sais, sur Etsy par exemple, c'est hyper. No Brownie, no Brownie, no. C'est hyper intéressant sur Etsy de voir un petit peu ce que les gens font dans leur garage, de l'artisanat et de ce qu'ils vendent sur Etsy par exemple. Il y a des gens qui vivent de Etsy, donc je peux pas répondre à ta place. Est-ce qu'il y a-tu des métiers manuels plus intéressants que d'autres? C'est tellement personnel. Moi, les trucs un peu bois, ça me plaît plus, mais c'est perso quoi. Le sap, les gars, c'est Minjin Leather. Donc à chaque fois quand je mets une photo comme ça, hein, il y a les hashtags. Allez voir les hashtags. Hein, ça vous dit où trouver les trucs. Donc ce sap là, c'est de chez Minjin Leather. Putain. Boréalise, bonjour et merci pour ton travail. Ta philosophie a changé ma vie pour le mieux. Ça fait des années. Eh ben, écoute, de rien. C'est pas ma philosophie. Hein. C'est moi, comme je le dis toujours, c'est juste je témoigne de mon quotidien, mais je suis content pour toi. Eloane, je suis intervenu sur une baston au couteau aujourd'hui. Grosse prise de leçon, c'est clair. C'est quand on va au charbon, il y a toujours une leçon à la clé. F. Vernald, question. Tu as parlé la semaine dernière de privilégier les sports de boxe pour la self-défense. As-tu une raison pour expliquer ton choix face à la self-défense classique et spécialisée? Merci. Alors effectivement, c'est toujours délicat quand on me pose ce genre de questions et j'essaye d'être le plus naturel, direct et franc possible. Je pourrais jouer les roublards et les politiciens et faire des non-réponses. Mais c'est pas mon style. Et donc à chaque fois quand on me dit voilà est-ce que tu préfères noir ou blanc et que je dis par exemple le noir, tous les mecs qui ont choisi blanc viennent pour me casser la gueule. Donc effectivement après ce live j'ai eu des messages ouais tu sais pas de quoi tu parles machin parce que évidemment quand on demande à quelqu'un s'il préfère blanc ou noir et que cette personne nous répond noir, si on a choisi blanc on ne va pas être content. Donc, effectivement, je pense que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme self-défense est un peu flou. Le terme boxe l'est beaucoup moins. Surtout si je dis boxe anglaise, boxe française, boxe thaïlandaise, on sait vraiment de quoi on parle. Si je dis juste self-défense, ça veut pas dire grand-chose. Est-ce que c'est un cours du soir pour les bobos parisiennes de 50 ans qui veulent apprendre à donner un coup de pied dans les couilles alors qu'elles sont en talons aiguilles à 2 heures du matin dans une allée à Porte de Clignancourt ou est-ce qu'on parle d'un truc self-défense plus vachement plus étudié qui a 20 ans d'historique et où on est sur un truc qui est tout de suite beaucoup plus tangible et basé sur du réel. C'est un petit peu le problème de la self-défense aujourd'hui, c'est que self-défense, tout le monde et sa mère peuvent devenir prof de self-défense et qu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Au moins avec la boxe, et c'est aussi en partie, mon opinion a aussi en partie été forgée par Tony Lopez, mon ami Tony,
qui se bastonne depuis l'âge de 6 ans, qui a fait une multitude de sports de combat et d'arts martiaux, qui est ceinture noire de je sais pas quoi, de karaté, qui est ceinture noire de je sais pas quoi, machin, Penchat Silat, et qui est à la CDS. Donc il a un parcours légitime, il sait de quoi il parle, il sait d'ailleurs mieux de quoi il parle que moi, et c'est pour ça que je l'ai interviewé sur le blog par rapport à cette question-là, et que je lui ai posé toutes ces questions-là. Donc allez voir sur le blog et allez lire cette interview avec Tony, parce qu'il répond à toutes ces questions beaucoup mieux que moi. Mais donc, comme le dit très bien Tony, au moins avec la boxe, on va apprendre à donner un coup de poing, ce qui est très bien. Et par défaut, on va apprendre aussi à les recevoir. Donc déjà, c'est à mon avis, une excellente base. Après, si on a cette base-là, que ce soit anglaise, française ou thaïlandaise, si on a ces bases-là et qu'on veut peut-être découvrir quelque chose qui s'apparente à la self-défense et qu'on a bien choisi notre truc, ça ne peut pas nous faire de mal de commencer par savoir donner un coup de poing. Okay, je peux pas le dire plus clairement que ça. Malheureusement, encore une fois, le terrain de la self-défense, tout le monde se dit prof de self-défense, ça ne veut plus dire grand-chose. Quand je vois le nombre de vidéos sur YouTube où on est face à des professeurs de self-défense, où on est face à des techniques de self-défense, qu'on est face à des dynamiques de self-défense, pour moi, de ma fenêtre, et ça n'engage que moi, c'est à 99% du temps toujours un petit peu merdique quand même. Donc c'est tout, c'est mon opinion. Si vous êtes dans la self-défense, que vous êtes pro self-défense, que vous adorez, c'est très bien pour vous. Si vous voulez faire de la self-défense, allez faire de la self-défense, je m'en branle complètement. Mais si on me demande, effectivement, si j'avais un gosse par exemple et qu'il avait 16 ans et qui me dit « Papa, je veux aller faire un truc de combat, un truc de contact », je l'enverrai faire soit de la boxe anglaise, soit de la boxe française, soit de la boxe thaïlandaise, au moins pendant 2 ans. Comme ça, au moins, il sait donner un coup de poing. Et après, peut-être qu'effectivement, on peut se faire un truc genre jiu-jitsu brésilien, rouler un petit peu par terre, voilà, venir complémenter un petit peu ces bases-là. Mais pour moi, je pense que savoir donner un coup de poing, savoir un petit peu bouger, ça nous donne certaines bases qui sont, à mon avis, incontournables, même si on veut après élargir notre dynamique et se pencher sur de la self-défense. J'espère que c'est plus plus clair, quoi. On va prendre une question Facebook là. Nathan Morales. Quelle quantité de sel gardes-tu stocké en permanence chez toi? J'ai du sel à vie. J'ai du sel à vie. Le sel, c'est une de ces choses. Sel, sucre. Ce sont des choses qui se gardent à vie. Autant les avoir à vie. Ça prend pas beaucoup de place. Et donc très facile de faire des stocks assez conséquents avec le sel. Et le sel, moi je sais pas vous, mais pour moi, si y a personne qui fait du sel autour de chez moi, quoi. C'est donc c'est le truc un petit peu de base. Adrien Baudry. Bonjour Voldemort la jolie, je voudrais avoir ton avis. Je vis actuellement en appartement et j'ai un garage de 20 mètres carrés que j'ai aménagé en réserve de stockage pour ma nourriture matérielle d'hiver. C'est pas une shop, t'as pas fait un atelier. Faut faire un atelier, faut pas faire un supermarché. Faut faire un atelier. Que j'ai aménagé en réserve de stockage pour ma nourriture matérielle d'hiver. Je me demandais, j'ai fait l'acquisition d'un groupe électrogène qui fonctionne au sans-plomb. Très bien. Et je voudrais savoir combien de temps l'essence peut se conserver. J'ai acheté des bidons adaptés pour à peu près 200 litres de stock environ. 200 litres de stock d'essence, c'est bien. C'est vraiment bien. Il y a une méthode aux États-Unis qu'on emploie beaucoup. C'est la méthode des 12 bidons. Donc on va avoir 12 bidons d'à peu près 5 gallons. On va les numéroter de 1 à 12, soit janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, les 12 mois de l'année. Et chaque mois, on peut faire une rotation du bidon du mois.
Donc c'est-à-dire que là on est au mois d'août, le 1er août, j'aurais par exemple vidé mon bidon août dans la voiture, je serais allé à la station essence, j'aurais fait le plein de la voiture et du bidon et je remets le bidon sur l'étagère. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que basiquement l'essence c'est bon pour 12 mois. Entre 6 et 12 mois, mais 12 mois ça le fait sans problème, sans avoir à rajouter de stabilisant par exemple, c'est-à-dire qu'il y a des compositions chimiques, des composantes chimiques qu'on peut rajouter à l'essence pour la conserver beaucoup plus longtemps, notamment des stabilisants ou des stabiliseurs, je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Personnellement, fuck les stabiliseurs, fuck les stabilisants, c'est encore un truc à garder et puis je vois pas pourquoi je voudrais garder par exemple 200 litres d'essence pendant 5 ans dans mon garage. Autant faire tourner, c'est très facile à faire tourner si on se base sur les 12 mois de l'année. On peut faire une rotation sur 6 aussi, on peut faire une rotation sur 3, à vous de vous démerder. Mais donc, tous les mois, vous devriez faire une rotation d'un de vos bidons d'essence. Et comme ça, vous aurez toujours de l'essence qui aura moins d'1 an si vous vous basez sur 12 mois, moins de 6 mois si vous vous basez sur 6 mois, moins de 3 mois si vous vous basez sur 3 mois. C'est la meilleure manière de faire que j'ai trouvé. Et c'est une méthode qui est fortement adoptée aux États-Unis. Si tu devais planter un seul légume, donc j'ai paré, lequel choisirais-tu? Merci pour tout, ton taf, salut de Corse. Alors encore une fois, bien évidemment, ça dépend de votre climat. C'est-à-dire que par exemple, si j'étais, j'en sais rien moi, en Chine, je planterais du riz, si j'avais qu'un truc à choisir. Si j'étais en Amérique du Sud, probablement du maïs. Si j'étais en Europe, probablement de la pomme de terre. Ici, je pourrais faire les trois, encore que le riz, ça va être un peu dur. Et donc, si je devais vraiment planter qu'un seul truc, je pense que je ferais quand même de la pomme de terre. La pomme de terre, c'est par contre très important pour nous ici d'avoir plusieurs variétés de pommes de terre. C'est ce qui est arrivé avec la famine en Irlande, la famine de la pomme de terre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y avait des centaines et des centaines de variétés de pommes de terre quand ils sont arrivés d'Amérique du Sud. Et petit à petit, on a commencé de plus en plus en Europe à faire de la monoculture de la pomme de terre. Et jusqu'au jour où en Irlande, on n'a planté plus qu'une seule espèce de pomme de terre. Il y a eu une maladie sur une espèce de pomme de terre, tout a été niqué. Si on avait eu une espèce de résilience alimentaire, une cohérence alimentaire intelligente avec la pomme de terre et que les Irlandais avaient continué d'avoir 50 espèces différentes de pommes de terre, cette maladie aurait attaqué une seule espèce de pomme de terre, 49 autres espèces de pommes de terre auraient été bonnes et on n'aurait jamais eu de famine irlandaise. Donc c'est toujours très important avec nos plantes, c'est pour ça qu'on fait par exemple quand on fait du haricot, on fait 2 variétés de haricots, quand on fait du maïs, on fait 2 ou 3 variétés de maïs et ainsi de suite, pareil avec les courgettes et ainsi de suite. J'établis ici une résilience biologique dans mon jardin, très important. Et donc si je devais choisir qu'un seul truc, je ferais probablement de la pomme de terre, mais au minimum, j'aurais 3 variétés, 3 espèces différentes de pommes de terre dans mon jardin. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. C'est vrai, je suis... je sais pas ce que ça veut dire, ça. Intéressant. Sani chauffage. Quelle technologie est utilisée au niveau installation chauffage dans le Montana, plutôt gaz ou mazout? On est gaz et bois ici. On fait pas mazout. Militumspisti. Putain les mecs. Où en est ta recherche de lever action? Donc effectivement, je recherche une carabine à levier sous garde. Je sais plus ce que j'avais dit. Je crois que j'avais dit que je recherchais une Chiappa. C'est totalement faux. J'ai complètement merdé. C'est une Rossi. Je cherche une Rossi M92 et j'en suis toujours à l'échelle de la recherche. Je viens d'acheter un 357 Magnum, là, un Smith & Wesson modèle 19.5 du début des années 80 et donc je cherche sa sœur qui sera donc la Rossi, mais j'ai pas encore été chercher plus que ça.
Alexis Lanoy, salut Vol, quel type de pêche pratiques-tu? Je pratique la pêche la plus opportuniste possible, c'est-à-dire que je continue de penser qu'au point de vue survie, si je devais choisir bien évidemment entre la chasse et la pêche, je choisirais la pêche. La chasse est une dépense énergétique absolument misérable et donc la chasse pour l'être humain a toujours été quelque chose de très opportuniste, c'est-à-dire que généralement on est des pêcheurs-cueilleurs et ah tiens un cerf et on le bute. Donc on est vraiment on est vraiment des pêcheurs-cueilleurs et puis par besoin et surtout par opportunité de terrain et sur le moment, on va devenir chasseur. Mais donc la pêche très important pour moi et c'est vrai qu'avec la pêche, je suis aussi très opportuniste, c'est-à-dire que ça dépend un petit peu d'où je suis, avec qui je suis. Est-ce qu'on est en rivière, est-ce qu'on est en lac? Donc je pratique un petit peu le tout. Le meilleur du top, ça reste le filet parce que c'est là où on se fait moins chier. Mais donc pour le rendement en tout cas calorique. Mais je dirais qu'en général, je pêche sur un lac avec une canne à pêche et une cuillère. Voilà, tranquille, on fait de la truite ici. Je vais descendre au bout du fil. Druyen Christophe, salut avec madame Av, Av, Avoie, ouais, je sais pas écrire. Gay pot. On n'est jamais trop aidé dans la vie. Peux-tu nous parler rapidement des radios Baofeng pour qu'on puisse bien commencer nos recherches à ce sujet? Merci pour tout. J'en ai parlé 150 fois à chaque fois. Allez-y, UR 5V, je sais pas quoi là. Achetez Baofeng, ça coûte que dalle. Et à vous de vous renseigner. Bad Company 69, vois-tu une utilité à posséder une CB? Oui, à fond. Il y a toujours une utilité à posséder une CB. Je suis très pote avec un survivaliste hyper strict ici. C'est un super bon pote. Et lui, putain, il est à fond dans la communication et il a tous les moyens de communication. Et donc, effectivement, il dit que c'est toujours viable, la CB est toujours viable, en tout cas aux États-Unis. Je ne sais pas comment ça va être pour vous en France. Je ne sais pas si la CB est viable pour vous en France. Est-ce que vous êtes trois couillons sur des 103 Peugeot avec une CB ou est-ce que vous êtes des milliers à utiliser encore la CB? Ça va un petit peu dépendre, encore une fois, de qui vous êtes, d'où vous êtes et de ce que vous faites. Attends, je vais descendre putain, il y a eu des... Je suis désolé, hein, j'ai raté vachement de questions. UV5R. Quelle plateforme en 5.5.6 conseilles-tu? AR15 à fond la caisse, super plateforme. Ils font, je sais que les AR sont toujours un petit peu plus chers en France par exemple, mais ils font les Smith & Wesson Sport qui sortent à quoi 500, 600 balles, qui sont fantastiques, qui sont utilisés par la police ici aux États-Unis, que je vous conseille fortement. Mais ouais, si vous partez en 5.5.6 223, partez sur une plateforme AR. C'est fantastique, c'est une super plateforme. Clovis, quel serait ton cahier des charges pour choisir un endroit où t'installer d'un point de vue survivaliste? J'ai fait un article sur le sujet sur le blog, donc va voir sur le blog, tu vas voir, il y a un article sur le sujet du bon endroit pour la base autonome durable. En tout cas, des petits critères qui peuvent nous aider. Véronique Girin, si vous chauffez au bois, comment évaluez-vous ce dont il vous faut pour l'année? Ça vient avec l'expérience. Et puis, bien évidemment, plus mon voisin, l'homme blanc, coupe du bois, plus l'hiver sera rude. Non, mais ça vient avec l'expérience. Ça vient avec l'expérience, c'est-à-dire que tu passes un premier hiver, généralement, t'en as pas assez coupé.
et puis t'apprends ta leçon, et puis l'hiver d'après, t'en coupes 2 fois plus. Il en faut toujours beaucoup plus qu'on croit. Freemanico75, quelle est la différence entre un prepper et un survivaliste? Merci. Un prepper, c'est quelqu'un qui se prépare à quelque chose de donné. Par exemple, un prepper va se préparer à un effondrement civilisationnel. Un prepper va se préparer à l'effondrement économique. Un prepper va se préparer à une pandémie. Un prepper va se préparer à une catastrophe nucléaire. Un prepper va se préparer à une coupure de l'électricité massive. Un prepper va se préparer à quelque chose qui est déjà défini dans sa tête et qui se dit tiens putain ça va arriver un jour et il faut que je me prépare à ça. Voilà la grosso merdo, la grosse enveloppe du prepper et surtout la dynamique du prepper, c'est-à-dire que le prepper part du point de vue que il va se passer quelque chose, quel que soit ce quelque chose, et qu'il faut se préparer à ce quelque chose. Le survivaliste, en revanche, est un petit peu différent parce que le survivaliste, en fait, ne tend pas à la préparation, mais il tend à l'indépendance, il tend à la résilience et il tend à l'autonomie, c'est-à-dire que ça devient une manière de vivre pour lui et qu'il n'a pas besoin d'un événement dramatique, d'un événement catastrophique pour exister. C'est-à-dire que pour un survivaliste, si tout va bien, c'est génial, c'est parfait, mais j'améliore quand même mon quotidien avec certaines étapes. Ces étapes comprennent bien évidemment une certaine préparation, mais surtout une hygiène de vie. Donc c'est un petit peu la différence entre un prepper et un survivaliste. C'est grosso merdo, un prepper se prépare à quelque chose, un survivaliste vit d'une manière philosophique et devient l'acteur de son propre bien-être. Flex Loris, salut Volwest, bonjour de Lyon. Tu disais dans un précédent live qu'en France, le fusil à pompe à canon rayé, catégorie C, était une mauvaise idée. Pourrais-tu développer? Merci à toi d'avance. Parce que c'est un canon rayé. Je vois pas l'intérêt d'avoir un fusil de chasse avec un canon rayé. Si tu veux un truc à canon rayé, achète une carabine. Si tu veux un fusil de chasse, faut que ça ait un canon lisse. C'est tout, c'est comme ça. Pipio, à quelle époque aurais-tu aimé vivre? J'aurais aimé vivre au XIIe siècle en France. Laszlo Clément, salut Vol, je pense me séparer de mon AK. Mais tu es fou. Pour racheter un second AR-15. Ouais, ok. Penses-tu que je devrais conserver la plateforme AK tout de même? Oui, je pense que tu devrais conserver la plateforme AK. J'imagine que tu es en France. En tout cas, tu dois être en Europe. Si j'étais en Europe, j'aurais les deux plateformes. Encore que j'ai les deux plateformes ici aussi. Mais si j'étais en Europe, effectivement, j'aurais définitivement les deux plateformes. J'aurais les deux plateformes. Je te conseille de la garder. Garde ton AK. Et attends, tu vois, fais des économies pendant 1 an et effectivement achète un deuxième AR, 2C1 et un C-rien, achète exactement le même que tu as déjà, comme ça tu peux swapper les pièces, réparer un AR s'il y en a un qui tombe en panne, mais garde l'AK mon gars, garde l'AK, c'est un AK quoi. Pierre Champagne, au moins tu me fais rire toi quand même. Baiser H fini ou trouver un cheval. Putain. L'arme de poing n'est-il pas plus maniable dans une maison que autre chose? Alors je vais te démontrer
démontrer que oui et non. Oui, parce que, et bien évidemment, si je dois ouvrir des portes et des conneries comme ça, c'est toujours plus facile avec une arme de poing. Mais comment tu t'entraînes à l'arme de poing? Tu t'entraînes en poussant comme ça, et donc tu as les deux bras tendus. C'est comme ça que s'il y avait quelque chose qui se passait, que tu dois faire feu, normalement c'est comme ça que ça va se passer, c'est-à-dire que tu vas gérer le truc avec tes bras tendus. Si tu regardes la distance de mes bras tendus et si j'ai un fusil dans les mains, ce sera exactement la même distance. Donc voilà. J'espère que c'est clair, une image quoi. Véronique Girin, la boxe, oui, mais est-ce valable pour les femmes? Pourquoi ce serait pas valable pour les femmes? Vous voulez en rester au coup de pied dans les couilles? Vous savez combien il y a de mecs qui portent des coquilles à Paris là? Les mecs qui font ça, hein, qui sont des professionnels de la rue, vous croyez qu'ils portent pas de coquilles? Vous croyez que les mecs ils se bastonnent pas comme des malades, comme des enculés? Ils vont vous manger, hein, les gars. Ils vont vous manger. Donc la boxe, moi je connais plein de filles qui font de la boxe. Et il n'y a aucun problème pour faire de la boxe, aucun problème pour faire du jiu-jitsu. Si vous faites de la complémentarité, que vous faites de la boxe anglaise en tant que femme, parce que dans la rue, hein, les coups de pied, bon, sur les trottoirs glissants de Paris, en chaussures merdiques, ça va pas le faire. Hein. Restez les deux pieds par terre, sinon vous allez vous retrouver au sol assez rapidement. Mais donc, si vous êtes une femme, que vous faites de la boxe anglaise, par exemple, de la boxe thaï, putain, vous avez vu les gonzesses, les petites filles de 8 ans qui sortent de Thaïlande en boxe thaï? Putain, les gonzesses, comment elles envoient le pâté? Ouais, la boxe, il n'y a aucun problème pour les filles. Et après, faites un petit peu de complémentarité, allez au sol, faites du jiu-jitsu brésilien en complément. Laurent Pille, hello, comment vont les abeilles? Putain, il reste que 4 minutes déjà. Comment vont les abeilles? Les abeilles vont super bien. Attends, je vais reprendre une question. Là, il y avait une autre question. Non, on va pas prendre celle-là. Non, en fait, on va pas prendre de questions Facebook. Salut Marseille. Bastien, le débat sur la self, tu en as pour la semaine, je dirais même l'année là. Donc voilà, ça c'est fait. Clovis, salut Volwest, pourquoi préfères-tu le 5.5.6 plutôt que le 12 pour le home defense? C'est pas que je préfère le 5.5.6 au 12, les deux feront le travail. Déjà, je préfère une arme longue à une arme courte. Pourquoi? C'est un plus gros calibre. S'il y a quelqu'un qui vient, qui court vers vous avec une grosse machette d'enculé et qui veut vous arracher la gorge, je vous garantis que vous allez être content d'avoir un calibre d'arme longue dans les mains à ce moment-là. Parce qu'on sait tous ce qui se passe avec les calibres d'armes de poing. Souvent, ça fait pas le boulot, les gars. En tout cas, ça fait pas le boulot tout de suite. Donc, moi, je pars de la base que si je suis à la maison, autant être sur un truc qui envoie le pâté. Donc il me reste quoi comme choix? Il me reste les armes longues genre type carabine machin et les fusils de chasse. Le fusil de chasse c'est super. C'est super le fusil de chasse. Effectivement, on a un fusil de chasse dans la chambre en calibre 20. Mon épouse peut s'en servir, mais je peux m'en servir aussi. On est en binôme. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va être au téléphone et quelqu'un qui va avoir le fusil. Mais effectivement, j'ai aussi un EAR et je privilégie l'AR, parce que 30 coups. donc voilà quoi. Le fusil de chasse c'est super, mais on est quand même un petit peu limité, même si ça va laisser des gros bouts de viande par terre. Donc ça va faire le boulot. Mais voilà, je suis pas. Si tu me dis demain matin, voilà, t'as que un fusil de chasse pour défendre, t'as que un 12 pour te défendre au domicile, c'est pas comme si j'allais pleurer ma mère, quoi. Je serais super content de laisser des bouts de viande par terre. Et puis voilà. Après, c'est vrai que si on me donne le choix et que je peux avoir 30 bastos dans un AR avec un point rouge dessus. Je vais prendre le point rouge avec l'AR, 30 coups en 5.5.6, c'est génial quoi. Et là, voilà, on va aller au charbon. Peut-être le temps pour une petite question de plus.
Je vais zapper, je vais redescendre tout en bas. Alors, Christopher Durpois, pourquoi tu mets des images trash sur Instagram? Alors déjà, c'est pas des images trash, petit con. C'est des images qui sont hyper intéressantes, à plusieurs niveaux. Et donc, je pense que c'est une responsabilité qu'on a si on parle de choses un petit peu détestables et qu'on montre des outils un petit peu détestables qui sont faits pour peut-être se défendre. C'est bien de montrer aussi ce qui se passe quand on s'en sert et quand on se défend. Et c'est bien aussi de montrer que parfois on peut poignarder quelqu'un dans le visage et que cette personne ne meurt pas. Donc il y a une multitude d'intérêts ici, mais c'est pas des images trash. C'est pas pour faire le buzz. Ça fait partie de mon historique, ça fait partie de mon développement et ça fait partie de ma dynamique de résilience. Donc voilà pour aujourd'hui. Si ça ne vous plaît pas, dégagez. Si ça ne vous plaît pas, arrêtez de me suivre sur Instagram et arrêtez de me suivre tout court. Voilà. Prenez soin de vous, les filles vous embrassent et à la semaine prochaine.